Premièrement, il ne faut jamais avoir peur, parce que la peur ne peut jamais cohabiter avec l'amour. On ne peut pas aimer quelque chose ou quelqu'un qu'on a peur de lui. Si c'est mon père, mon mari, même le Dieu, les gens qui croient, ils doivent aimer Dieu, ils doivent avoir peur de Dieu. Deuxième chose pour les jeunes, ne jamais négocier vos passions. Suivez vos passions, vous allez réussir avec toutes les difficultés. Tantôt, je disais j'avais eu des parents qui étaient très présents. Quand j'étais au secondaire, j'avais besoin de plus que mes parents comme adultes significatifs. Je pense qu'il faut, à toute étape de notre vie, aller chercher des gens qui peuvent nous tenir allumés. Il ne faut pas s'éteindre. Et on n'a pas à tout faire tout seul. Ça, c'est pas vrai, ça. Être autonome, c'est une chose, mais on vit en société, puis on a besoin des autres. Bienvenue à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Donc nous sommes là aujourd'hui pour une discussion podcast, la journée des droits des femmes. Vous avez Ludmilla, Jenny et Pierre. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le studio balado de la MDJ de Bordeaux-Cartierville en ce jour vendredi 8 mars, symbolisant la journée internationale des femmes. Et qui dit journée internationale de la femme dit journée des droits des femmes. Nous accueillons deux charmantes dames qui vont discuter avec nous sur cette journée dédiée aux femmes et qui vont nous faire part à peu près de leur carrière sur la lutte des droits des femmes. Bonsoir Karine. Bonsoir. Bonsoir Madame Maïsoun. Bonsoir. J'espère que vous avez fait une bonne route jusqu'ici. Et j'espère aussi que vous avez eu le temps de visiter la maison des jeunes. Je m'appelle Maïsoun Faouri. Je suis résidente de Cartierville depuis 1990. Ça veut dire que je suis mon arrivée ici au Québec et l'installation. J'ai fait toute ma carrière au Québec, ici dans le quartier en réalité, et à l'organisme Concertation Femmes. Tout de suite après le cours de français, parce que quand je suis arrivée, je ne parlais pas français, j'ai commencé à travailler à Concertation Femmes. D'abord pour créer une halte garderie, puis travailler à la halte, et j'ai pris la direction en 2000. On fait beaucoup d'activités, puis on a tout un volet jeunesse avec les jeunes filles issues de l'immigration. Alors, mais moi, je suis professeure en anthropologie à l'Université de Montréal. J'enseigne principalement l'anthropologie du droit et l'anthropologie de la parenté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre les sociétés humaines à travers une bonne compréhension des organisations sociales, des organisations juridiques, mais aussi des organisations familiales. J'ai fait mon droit avant de devenir anthropologue. J'ai pas fait mon barreau, par contre, mais j'ai préféré l'anthropologie. Mais de là, la combinaison avec anthropologie du droit ou anthropologie juridique. Donc, j'ai fait en anthropologie, pour être qualifié d'anthropologue, il faut faire un terrain, c'est-à-dire il faut vivre dans la communauté que l'on tente assez modestement et malhabilement, mais en fait de comprendre. Et moi, j'ai fait en fait mes études en Inde, mes terrains, pardon. Donc, j'ai vécu en Inde au total à peu près l'équivalent de 4 ans et demi, 5 ans au total. Et puis là, je regardais aussi la question de l'accès à la justice, mais d'une façon une façon très large de comprendre le juridique. Donc, parce que fondamentalement, j'ai vécu dans un village, donc il fallait que j'apprenne. J'ai appris, au fond, les codes autant que possible. J'ai désappris le plus de mes codes possible. Puis moi, c'était mon objectif d'expérimenter ça. Et puis, maintenant,
je continue à m'intéresser à l'Inde, mais c'est sûr que c'est plus difficile de se rendre pour des terrains là-bas pour toutes sortes de raisons. Et j'ai commencé à travailler ici, toujours en anthropologie juridique, sur l'accès à la justice, mais pour les demandeurs d'asile, les réfugiés, etc. Donc, essayer de voir un peu la relation, le rapport avec des fois peut-être des conceptions différentes du droit ou du juste, ou comprendre les attentes, etc. Donc, c'est ça c'est mon projet, mon terrain actuel, donc à Montréal. J'aimerais rappeler l'origine de la Journée internationale de la femme à tous ces jeunes qui ne le savent pas. Le 8 mars, ou Journée internationale de la femme, proprement dite, est une date charnière du calendrier féministe dont l'objectif est de dénoncer la discrimination, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Ainsi, il s'agit d'un mouvement propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en soulignant le chemin parcouru. Cette journée puise ainsi ses racines dans diverses manifestations de femmes dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe au tout début du XXe siècle. À cette époque, le monde industrialisé connaît de grands changements, notamment sur les plans de la croissance démographique et des idéologies radicales. Par ailleurs, en guise de commémoration, cette journée voit le jour en 1921 grâce au président Lénine et tire son origine d'une manifestation pour le droit de vote des femmes organisée par le comité de la femme du Parti socialiste américain, et qui a eu lieu le dernier dimanche du mois de février en 1909. Connue sous le nom de Women's Day, en Amérique, elle demeure l'une des activités officielles du comité et sera célébrée annuellement aux États-Unis jusqu'en 1914. Et en 1910, la Journée des femmes en Europe est célébrée à l'occasion de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague. Ainsi, cette journée fut célébrée internationalement le 19 mars en 1911 en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus d'1 million de femmes et d'hommes ont participé à des rassemblements. L'adoption de cette journée fut le résultat d'un grand mouvement militant pour les droits des femmes, et ce, à travers des États et également des planètes. En gros, voilà en quelque sorte l'histoire du mouvement féministe. Pour entamer cette discussion de manière officielle, j'aurais une question à vous poser, à vous, Karine et Maysoun. Si vous aviez une opportunité de retourner dans le temps, à quelle époque voudriez-vous être et dans quel pays? Comme femme, je pense que je suis à la meilleure époque, sauf en anthropologie, on apprend qu'il y a des sociétés qui étaient matrilinéaires et donc où les femmes avaient plus de pouvoir, un statut plus élevé. Il y a à peu près 10 à 15% des sociétés humaines qui auraient connu, c'est vrai, avec le savoir qu'on peut avoir là-dessus actuellement, 10 à 15% des sociétés humaines qui auraient connu un système matrilinéaire plutôt qu'un système patrilinéaire. Et donc, dans les systèmes matrilinéaires, contrairement au patriarcat, les femmes ont plus de statut que les hommes, mais partagent le pouvoir avec les hommes. Tandis que dans les scénarios habituels, généralisés au niveau du patriarcat, c'est que les hommes vont avoir une tendance à
organiser la société pour que ça soit beaucoup plus dur pour les femmes que ça ne l'est pour les hommes dans une société matrilinéaire. Donc, j'aurais aucun problème de retourner dans le temps, n'importe quelle époque, à condition que ça soit dans une société qui serait matrilinéaire. N'importe quel continent, n'importe quelle culture, ça. Mais moi, je me posais la question, en tant que femme, j'assume toute ma vie, toutes les choses que j'ai fait dans ma vie, toutes les décisions que j'ai prises. J'ai jamais regretté quelque chose dans ma vie. La seule chose, si je vais retourner dans le temps, pas en tant que femme, en tant qu'enfant, parce que moi, je suis née et grandie jusqu'à l'âge de 8 ans dans une petite région au sud de la Syrie. Mais à l'âge de 7 ans, on a dû quitter à cause de la guerre, puis il était enlevé de pays. Donc, on était chassés. Et tous mes souvenirs d'enfance est là. C'est un lieu que je ne peux pas retourner le voir. Puis un lieu, c'était toujours verte. J'étais dans la nature, mais quand tu as quitté forcément d'une grande maison et jardin à un petit appartement, il y a tout un deuil que je n'ai pas eu la chance de le vivre. Par contre, quand je suis arrivée ici, la grandeur de Montréal, au Québec, la verdure, les arbres, la nature, ça me rappelle toujours ça. Puis j'ai découvert que moi, je suis une personne qui est très patiente. C'est rare que j'étais en colère, mais peut-être c'est la nature qui m'a donné tout ça. Mais quand les gens me disent comment ça se fait que tu n'es pas en colère, je n'ai pas fait le lien, sauf ici, avec une enseignante à UQAM, parce que quand je suis retournée faire mes études, on a parlé de Québec et la nature de Québec. Là, ça me réveille. C'est ça qui me manquait. Puis, si maintenant je dois retourner, j'aimerais retourner enfant dans ma petite région, puis vivre des moments que j'ai vécus quand j'étais enfant. Merci. Pour ces Et vous, les filles? jolies... Bah oui, il faut répondre. Personnellement, moi, je trouve que le meilleur moment de la vie, c'est lorsqu'on est enfant, genre. Parce que lorsqu'on est enfant, on ne connaît pas les réalités. On vit juste la joie. Tout autour de nous, tout est beau, tout est bien et tout. Mais à partir du moment où on commence à être adulte, on commence à réaliser certaines... Je sais pas comment appeler ça. On commence à réaliser, en gros, tout ce qui se passe autour de nous. On commence à connaître la vraie différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pour moi, à travers l'histoire, de ce que je connais de l'histoire, c'est un peu le meilleur moment pour être une femme, en tant que femme. C'est le meilleur moment pour vivre un peu. C'est vrai que tous les soucis n'ont pas été réglés, mais même si on se dit « Ah, c'était mieux avant », je ne pense pas que personne n'a envie de retourner en arrière. C'est un peu, ma réponse ressemble un peu beaucoup à la réponse de Madame Karine, parce que des sociétés où est-ce que c'était matrilinéaire ou bien où est-ce que c'est le matriarcat qui est en place. Donc peut-être pas pour que l'histoire se passe dans le même sens, mais inversement, dans le sens où est-ce que ce seraient les hommes qui seraient discriminés, mais plus dans un sens où est-ce que, d'après ce que j'ai compris, d'après des recherches que j'ai faites, peut-être que j'ai pas bien recherché, mais que le matriarcat, c'est dans ce genre de société-là, souvent les deux sont à peu près égaux. Que ce soit l'homme ou la femme, les deux sont égaux. Donc si je pouvais retourner à ce moment-là dans ces sociétés-là où est-ce que que le matriarcat est en place, ben, ce serait là que je retournerais. Mais il me semble qu'il n'y a pas de société matriarcat, mais juste matrilinéaire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir en anthropologie. Maintenant, je pense que je peux avoir une erreur. Le patriarcat, concrètement, là, je parle même pas des idéologies, même si les deux vont ensemble, mais concrètement, les hommes vont créer des systèmes beaucoup plus rigides pour les femmes. Les femmes vont être contrôlées. Et il y a toutes sortes d'explications, de logiques, de mythes qui vont arriver au même résultat qu'il faut contrôler les femmes. Pour qu'il y ait un matriarcat, ça faudrait que ça soit le miroir du patriarcat, c'est-à-dire une société où les femmes dominent les hommes.
OK. Ça, on n'en connaît pas. Mhm. C'est pas, je ne parlerai pas ici d'égalité par souci de rigueur scientifique, parce que c'est un concept qui est très récent dans l'histoire de l'humanité, très occidentale. Par contre, dans les faits, sans avoir peut-être élaboré le concept d'égalité, il y a des sociétés où les femmes avaient un statut, ils peuvent avoir un statut plus élevé, mais les hommes sont nécessaires, ils sont complémentaires et ils vont avoir leur propre domaine où c'est eux qui vont prendre des décisions. Donc, c'est plus, je ne sais pas une totale complémentarité, mais c'est que ma crainte avec le mot matriarcat, c'est un peu d'idéaliser les sociétés qui ont été matrilinéaires, dans le sens où les femmes avaient le pouvoir sur les hommes. Et c'est pas ça qui s'est fait. Je pense que c'est mieux que ça se soit pas fait. Mais comme depuis toujours, un peu, on se bat pour le droit des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu arrivé à ce moment où est-ce que c'est encore important de se battre aujourd'hui, ou bien est-ce que on n'a plus besoin de se battre aujourd'hui? Comment... D'abord, Maysoun, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler comme... Pour les femmes? Oui, pour les femmes, voilà. Mais moi, quand j'étais jeune dans ma société, j'étais déjà sensible à la situation des femmes. J'ai perdu ma mère aussi jeune. Ma mère, celle qui nous donne les sentiments de sécurité dans la vie. Donc, j'ai cherché ça dans le statut, les diplômes, les études. Moi, je suis ingénieure en architecture avec 8 ans d'expérience, mais où j'étais une ingénieure, une femme architecte, c'est dans le bureau pour faire les dessins. Mais après que j'ai fait des dessins dans un grand projet international, quand j'ai demandé d'aller sur le chantier, tout le monde me trouve bizarre parce que c'est les hommes qui vont dans le chantier. J'étais célibataire, en forme, pas d'enfant. C'est moi qui ai fait tous les plans, c'est moi qui dois aller l'exécuter. Et j'ai fait la demande. Même le directeur de projet, quand il m'a donné les clés pour aller, quand je suis sortie, il a fait un pari. À combien vous pariez que Maysoun revienne dans une semaine, me remet les clés, puis elle ne veut plus travailler en chantier? Je ne suis jamais revenue, j'ai assumé, parce que c'était comme un défi, que oui, il faut. Choisir de quitter aussi, quand je vois toutes les femmes qui ne savent pas s'exprimer, qu'ils n'ont pas le droit de rêver, de réaliser leurs rêves, qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Mais quand je suis arrivée ici, au départ, je n'ai pas pensé que moi, je vais travailler dans un organisme des femmes. Mais quand j'ai commencé, au départ, c'est juste pour pratiquer le français puis retourner faire l'équivalent de mes diplômes parce que j'ai 13 ans en architecture, c'est quelque chose. Mais le fait que tu vois l'impact que tu as sur la vie des femmes d'une façon concrète, le fait que tu vois que tu peux donner une force aux femmes, tu peux leur donner des ailes, tu peux leur donner d'espoir, ça m'a fascinée. Puis j'ai décidé de rester, mais quand je suis restée, je suis retournée faire un bac à UQAM en éducation, en intervention interculturelle, etc., pour renforcer toutes mes capacités, et j'ai jamais regretté. Ça fait comme 30 ans où je suis, plus que j'ai des femmes que je peux leur parler. J'ai connu des femmes de plus que 80 nationalités, statuts, avec des rêves différents, mais j'essaye toujours d'être leur source d'inspiration, leur force, les pousser, croire en elles-mêmes. Parce qu'un de nos rôles, c'est rendre les femmes autonomes. Ouais. Puis chaque personne a des forces et des faiblesses. Mais nous, on travaille sur la force, découvrir toi-même, qu'est-ce que tu as, c'est quoi tes talents, qu'est-ce que tu aimes, et pousser. Donc, retourner faire les études, c'est pas la fin du monde, retourner à tel âge ou à tel âge. Je travaille à temps plein, j'étudie à temps partiel le soir, j'étais mère de 2 enfants, j'étais bénévole dans les écoles des enfants, dans d'autres organismes. Tant qu'on est jeune, on a beaucoup d'énergie. Et il faut toujours profiter de toutes ces énergies-là pour apprendre le maximum. Donc, oui, j'étais sensible à tout ce qui est femmes et leurs droits et leur meilleur avenir pour ces femmes-là, leur droit de rêver, de réaliser leurs rêves. Et
ça arrive dans ma chance que je suis tombée à Concertation Femmes. C'était pas planifié, mais la rebelle en moi est toujours là depuis ma jeunesse. Wow, merci. C'est vraiment une histoire inspirante. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce parcours en anthropologie? En fait, j'ai été moi, j'étais au cégep, en fait, je veux dire, franchement, je ne savais pas du tout dans quoi j'irais étudier à l'université, parce que je m'intéressais à trop de choses, la politique, l'histoire, tout m'aurait intéressé à peu près dans les sciences sociales, l'étude de la religion, peu importe. J'avais déjà parlé un peu à diverses personnes là, du fait qu'à un moment donné, moi, je voulais aller à l'université. J'étais encouragée à le faire. Là. Mes parents étaient dans ce projet de vie-là avec moi. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai parlé quand même à d'autres personnes au cégep, etc. Puis, à un moment donné, j'ai lu beaucoup, j'ai vu que le droit, en fait, étudier un système de droit, ça permet de comprendre mieux la société dans laquelle on vit, pour commencer. Moi, c'est des questions, ça, qui me fascinaient depuis que j'étais toute petite. Hein. Pourquoi on vient au monde à telle place? Pourquoi on est tous des êtres humains, puis qu'il y en a qui voient la vie de telle façon, etc. Peu importe la culture dans laquelle on vient au monde, il y a des gens très heureux, il y a des gens très malheureux, il y a des injustices, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Donc, j'essayais de, peut-être un peu naïvement, mais de placer ça dans ma trajectoire et de me donner des outils rationnels, si on veut, pour mieux comprendre les sociétés humaines. Et le droit m'était apparu à ce moment-là comme étant la meilleure option. Sauf que pendant mon cours en droit, que j'ai complété. Hein. Il faut finir ce qu'on commence. Non, mais quand on est jeune, un an, ça nous paraît l'éternité. Puis, en fait, bref, aujourd'hui, je me disais, déjà le 8 mars, l'année passée, c'était avant-hier. Donc, il faut, à moins d'être vraiment malheureux. Je veux dire, c'est sûr que là, si on est vraiment pas bien, il faut arrêter. La vie est courte, là. Mais j'ai eu un cours de droit international du développement et la professeure qui devait donner le cours, cette session-là était en année sabbatique. Elle a été remplacée par un chargé de cours qui était anthropologue juriste. Moi, je n'avais pas eu de cours d'anthropologie au cégep. Je n'avais pas été mis en contact avec l'anthropologie. Et étant donné que je lisais déjà beaucoup sur l'Inde, j'étais très motivée à aller vivre en Inde, à apprendre le sanskrit, à apprendre une ou des langues indiennes. En parlant du développement international, sa perspective anthropologique m'a vraiment correspondait à une sorte de logique que j'avais pas encore, que j'étais pas capable d'exprimer, mais qui était là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'anthropologie et puis j'ai découvert qu'en anthropologie, bien c'est ça, comme je disais tantôt, pour devenir anthropologue, il faut aller vivre dans la communauté que l'on étudie. Et donc, je me disais, ça va être possible d'aller en Inde parce que jeune, parce que c'est vrai ce que Maysoon disait, quand on est jeune, on a de l'énergie parce que remettre des projets, des rêves à la retraite.
Très mauvaise idée. C'est longtemps. Donc, voilà, c'est comme ça que l'anthropologie est devenue une passion, en fait. Comment est-ce que vous vous sentiez lorsque vous êtes arrivé, lorsque vous êtes entré, vous avez commencé à faire l'architecture et que tout autour de vous, on ne croyait pas en vous et tout et tout. Qu'est-ce que ça vous faisait, genre, intérieurement? Moi, je crois en moi-même. Et ça, ce qui est important. Je sais c'est quoi mes compétences. Je sais qu'est-ce que je suis capable de réaliser. L'entourage, c'est une mentalité de société souvent, que, un peu comme ici, que les femmes, c'est infirmières, c'est enseignantes, architectes, c'est au bureau, c'est comme les chantiers, c'est des hommes et tout. Mais moi, c'était pas comme des choses prévues d'avance ou planifiées. Mais je vois que c'est légitime. Les dessins que j'ai faits, c'est moi qui peut les réaliser le mieux sur la réalité. Ouais. Et c'était un défi. Parce qu'au départ, j'avais 70 ouvriers sous ma responsabilité. Les autres, dans d'autres sections, ils moquaient de « Ah, votre boss c'est une femme, votre boss c'est une femme ». C'est comme si c'est honteux pour eux. Mais pas plus que 2 mois, les autres commencent à envier mes 70 hommes. Parce que moi, je les traite avec humanité, avec dignité. J'essaie de chercher pour eux des bonus. Si quelqu'un est malade, j'appelle. Si la femme de quelqu'un accouche, je les traite comme une grande sœur, avec beaucoup de respect. Ouais. Et j'écoute c'est quoi leurs besoins. Puis ça que les autres font pas. Je suis pas boss, je suis pas autoritaire, mais je suis là pour réaliser. Puis si moi puis toi, on va marcher, je dois t'équiper pour qu'on peut marcher. Je peux pas te dire marche, point. Donc, j'ai un rôle, pas juste un boss pour le fun. Ouais. Et c'est ça que j'ai assumé. Je sais que j'étais capable de le faire. Et c'était l'occasion de prouver la capacité des femmes à faire quelque chose quand on décide de le faire. La première question que je me suis posée, et que j'aimerais vous poser aussi à vous, c'est... donc, le nom de la journée, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Dans le droit des femmes, est-ce que c'est droit légal ou c'est droit, par exemple, en société ou... D'après vous, c'est quoi la signification de droit dans la Journée internationale du droit des femmes? Mais droit, c'est légal. C'est quelque chose qui est écrit, qui va nous donner une légitimité. Parce que veut ou pas, dans toutes les sociétés, il y a des constitutions, il y a des lois, et ces lois-là que les gens font face. C'est sûr que dans certains pays, ces lois-là ne sont pas respectées. Il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus de loi. Mais ici, tout le monde, c'est en bas, disons, devant les lois. Quand on veut quelque chose, il faut que ça devrait être les choses évidentes, que les êtres humains sont pareils, qu'on a les mêmes droits, qu'on n'a même pas besoin des lois pour le dire. Mais dans le fait, non. Dans le fait, il y a toutes sortes d'inégalités, toutes sortes de crises qu'on vit. Pour ça, le slogan de la journée aujourd'hui, que ça dronque, il y a beaucoup de colère à cause de toutes sortes d'inégalités, de crises dans le monde. Mais on a besoin des lois, on a besoin des règles qui vont protéger tout le monde. Tu sais, on parle, disons, violence conjugale. Jusqu'à aujourd'hui, dans la loi ici, il n'y a pas le mot violence. Il y a droit d'effet, agression sur la personne. Il y a différentes façons, mais il n'y a pas dans nos lois le crime qui s'appelle violence conjugale, malgré qu'il y a des femmes qui meurent à cause de la violence. Maysoun l'a bien dit, hein, il faut que les normes sociales, des fois, oui, qui nous paraissent évidentes, l'évidence des sociétés humaines, c'est qu'à un moment donné, il faut formaliser un peu. Ça peut être par écrit, ça peut être autrement, mais dans le monde contemporain, on est dans l'écrit. Il faut que les idéaux d'égalité, les idéaux de pas juste d'égalité, plus que ça, la justice, soient articulés à travers des lois et à travers des droits très concrets. Et il n'y a jamais d'acquis quand on étudie le droit. Le droit, c'est pas aussi rigide que l'on pense.
faut bien prendre conscience que la société façonne le droit en partie collectivement. Collectivement. Et, mais donc peut faire et défaire. Hein? Comme on a vu par exemple aux États-Unis avec le droit à l'avortement. Il n'y a pas de garantie. Alors il faut les droits, on pense que parce que là le droit a été donné, c'est fait. Non. Parce qu'on a des droits, on a le devoir d'être vigilant. On a le devoir de faire en sorte, qu'il peut être mis en œuvre et aussi s'assurer que ça ne disparaisse pas, hein, parce qu'en quelques années, ça peut disparaître. Je ne veux pas être pessimiste, mais je veux dire, on en a vu d'autres, malheureusement. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, j'avais fait des recherches aussi on voit que 0,33% des Canadiens ne s'identifient pas à leur sexe ou à leur genre assigné à la naissance. Donc, selon vous, c'est quoi être une femme? Qu'est-ce qui fait que, genre, une femme est une femme? Karine, vous pouvez répondre. La société. La société? La société dans laquelle on vit au monde. La question des gens qui ne s'identifient ni au masculin ni au féminin, ça aussi, ça se retrouve dans toutes les sociétés. Et ce qu'on voit, c'est pour côtoyer des gens en Inde qui sont dans cette situation, mais après, leur façon de voir leur partie peut-être plus féminine d'eux-mêmes, la partie plus masculine, ce que eux, par leur propre définition à eux, est complètement imbibé du contexte. On est dans une société où on a l'impression, on a des droits individuels et c'est très bien, mais l'individualisme très, très aigu fait en sorte qu'on croit que nous sommes si uniques, si originales, etc. Et c'est en partie vrai. Mais en même temps, il faut reconnaître que malheureusement, on est façonné. L'affaire, c'est qu'on peut se défaçonner. Ça demande beaucoup de courage, comme Maysoon, là, qui se retrouve sur un chantier comme ça, qui est obligé de défaire des mythes, des croyances, de bouleverser l'ordre normal des choses. Mais c'est faisable. Mais moi, je pense que il y a aussi une question d'éducation. Moi, chez mes parents, moi, je suis enfant unique, mes parents, tout ce qui est égalité homme-femme, pour moi, c'était très inscrit dans le quotidien. C'est-à-dire que je suis née en 72, dans les années 70, des hommes qui rentraient à la maison, qui faisaient le souper, qui s'occupaient de l'enfant, qui faisaient les devoirs, qui faisaient du ménage. Moi, j'ai toujours vu mon père épousseter, etc. Et en fait, il avait dit une chose à ma mère, que j'ai appris par après, mais il avait dit, écoute, faire toutes ces tâches ménagères, c'est pas plus plate pour moi que pour toi. Alors, on va en faire moins, chacun, on va en faire moins. C'est des fois, l'égalité, devient très, très compliqué, mais non, tu divises les choses, tu divises les tâches, et puis tu dialogues, et puis ça se fait. Donc, pour moi, et mon père, c'était un homme, là. Hein? Et par ailleurs, tant mon père et ma mère m'ont beaucoup, beaucoup éduquée dans le sens de l'autonomie. Il fallait que je sois autonome. Ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Alors là, tu sais, eux, si ça avait été une femme, c'était un homme, mais c'est de ne jamais dépendre. Et ça va au-delà du couple, hein? C'est un principe de vie. On ne dépend de personne autant que possible. Oui. Merci beaucoup. Et quel est votre avis, Madame Maïsson? Mais toujours, on parle l'humain, c'est l'humain. Femme ou homme, c'est un être humain qui a des besoins, qui a des désirs, il a des idées, il a des rêves, qu'il faut trouver l'environnement favorable pour vivre tout ça.
Moi, j'ai 2 enfants. Les 2, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas un qui est préférable que l'autre. Les 2, c'est des êtres humains. Si la personne s'identifie comme femme, il est une femme. S'identifie comme homme, il est homme. Puis nous, on doit respecter leur choix. On respecte. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? L'importance de juste être là, puis créer toujours un environnement favorable au développement, qui grandit les gens. Et c'est ça qu'on veut dans une société. On veut que la société, les écoles, les lieux de travail, les institutions et tout soient des milieux favorables au développement, au épanouissement de tous les jeunes. C'est les futurs des hommes et femmes de l'avenir de la société. 57% des Canadiennes s'identifient comme féministes. Est-ce que être pour le droit des femmes, ça veut forcément dire qu'on est féministe? Le féministe, c'est comme un mouvement politique comme les autres. Il y a les modérés, les radicales, ça dépend, c'est quoi la position. Mais si on parle juste féministe, moi, c'est pour l'égalité, que l'homme égale à la femme. Les 2, ils ont des forces, les 2, ils ont capacité. Et il n'y a pas une qui doit imposer à l'autre quoi faire, quoi dire, comment vivre. Et quand on est libre, la liberté, c'est plus de responsabilités, on peut mieux avancer puis vivre. La société est faite d'hommes et de femmes. On ne peut pas vivre sans hommes, les hommes ne peuvent pas vivre sans femmes. La société est faite de cette façon. C'est mieux de cohabiter en paix avec des respects mutuels, des besoins, des caractéristiques et des volontés l'une de l'autre. Oui, merci. Mais donc, par exemple, moi, je peux dire que je suis pour le droit des femmes sans forcément me dire féministe. Oui. Okay. Mais les droits devraient être pour les 2. Disons, si un criminel, homme ou femme, il devrait avoir sa punition. Quelqu'un malade, homme ou femme, doit avoir accès au système de santé. Filles ou garçons devront aller à l'école. C'est comme l'être humain devrait grandir dans la dignité en répondant. On n'a pas besoin des lois comme dans des pays. Il faut des lois pour que les filles aillent à l'école, disons, ou des lois pour... Ça devrait être l'évident, ce qui est naturel. Naturellement, on est des êtres égaux, puis il faut vivre de cette façon. Il n'y a pas un qui impose à l'autre quoi manger, quoi habiller, quoi faire, quoi étudier. Non, c'est chacun devrait choisir son chemin et s'épanouir dans son chemin, puis assume les responsabilités. Le mouvement féministe est assez limité à l'Occident, au point de départ. Ça s'est propagé, c'est pas le bon mot, mais enfin, ça a été repris dans divers pays aussi. Il y a des femmes là qui se disent féministes, mais si on fait un décompte rapidement, la majorité des femmes dans le monde sont pour le droit des femmes et ne sont pas féministes. Le féministe est associé souvent à cette idée occidentale qui est très individualiste. Et là, on entre dans des débats un peu conceptuels. Est-ce que c'est le droit des femmes? Est-ce que la personne est féministe ou pas? Au fond, c'est pas vraiment important. C'est le résultat, c'est comment on traite les gens. C'est peut-être plus important d'être humaniste que d'être féministe, en fait. Là, maintenant, on a parlé de féminisme, que le féminisme, comme vous l'avez dit, Maïsoun, c'est plus un mouvement politique et que c'est plus une idée, comme vous l'avez dit, Karine, que c'est plus une idée dans de l'individualisme et plus occidental. Mais si on parle de féminisme, est-ce que vous pensez que dans tous ces mouvements pour le droit de la femme, que ce soit féministe ou bien pour que les droits de la femme avancent, tout ça, est-ce que vous pensez que l'homme a sa place dans le féminisme? Parce que d'après des statistiques, 40% des hommes se considèrent comme féministes. Est-ce que vous pensez que les hommes ont leur place dans ces mouvements pour les droits de la femme ou bien pour le féminisme? Les hommes ont des épouses, ont des filles, ont des mères. Hein? On a toute une mère.
c'est une femme, en général, une mère. Alors, pourquoi ils ne s'intéressent pas à leur femme, à leur épouse, à leur sœur, à leur petite fille? Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas au fait que ce sont des personnes très proches d'eux? Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas une abstraction. Alors, en fait, le féminisme aura réussi à faire son travail lorsqu'on n'aura plus besoin de parler de droits des femmes ou droits des hommes ou droits des personnes non-binaires, etc., mais qu'on sera capable de se traiter comme des êtres humains. Et là, c'est très difficile d'arriver à ça parce qu'on est quand même... c'est des siècles d'histoire que l'on porte. Et je pense des fois que c'est pas... Il faut pas juste se dire féministe. Il faut être féministe dans le quotidien. Il faut, dans les opportunités qui nous sont données dans la vie, refuser l'inégalité, refuser l'injustice. Il faut être... Il faut être capable de persévérance et détermination. On n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est dépendante, qu'on est plus faible, etc. On le sait scientifiquement, on sait, mais on ne le sait pas assez. Même les femmes ne le savent pas assez. Donc, ça aussi, c'est important. Il faut tenir tête aux hommes qui sont autour de nous et qui parfois, des fois c'est extrême comme action, mais des fois c'est très subtil aussi. Mais il faut aussi être une bonne personne, il faut être bien, il faut être soi-même aussi, il faut être juste. Donc, les hommes, en fait, moi je pense dans le mouvement féministe, je ne sais pas s'ils vont vraiment rentrer dans le mouvement féministe à un moment donné, mais je pense que face au mouvement masculinisme actuel qui augmente tout le temps, qui est très, très, très préoccupant de mon point de vue, qui est basé sur des faussetés scientifiques et culturelles. Les deux en même temps. Biologiquement, culturellement, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, c'est tout faux. Et ce mouvement-là qui réagit peut-être au fait justement que les femmes prennent de plus en plus de place. Bon, d'une part, c'est normal, hein? C'est normal qu'il y ait toute opposition, mais il y en a qui sont vraiment pas contents puis ils essaient de renverser la vapeur. OK, c'est bon, mais là, il faut que de l'autre côté, il faut qu'il y ait une réponse, mais il faut que les hommes qui ont cette conscience de la dignité de leur mère, de leur sœur, de leur fille, de leur grand-mère. Il faut qu'ils parlent plus. Il faut qu'eux-mêmes prennent de front les hommes qui n'ont pas cette conscience-là des choses. On voudrait bien que tout se fasse dans la douceur, le dialogue, etc. Mais des fois, c'est pas possible. Bon, pas besoin d'être violent physiquement, mais il faut être décidé. Il faut être ferme. Et je pense que quand les hommes seront capables de parler aux hommes beaucoup plus qu'ils le font maintenant, là, on va peut-être pouvoir avoir d'autres avancements au niveau de toutes sortes de conditions sociales. D'ailleurs, pas nécessairement juste les conditions des femmes. Et vous, Maison, est-ce que vous pensez que les hommes ont leur place dans le féminisme? Mais je connais beaucoup des hommes qui sont féministes. Mais je reviens à dire, quand la personne croit que l'être humain, c'est un être humain, homme ou femme, qui ont des besoins, qui ont des droits, qui ont des vies à respecter, là, on va vivre en paix. Mais il ne faut pas tout le temps garder ce chicane qui est plus fort que l'autre, qui est plus intelligent que l'autre, C'est comme tout le monde. On peut trouver des hommes intelligents, des hommes moins intelligents, des femmes intelligentes, des femmes moins... Mais tout le monde, on est des êtres humains. On a le droit d'être libre, d'être responsable de notre vie, de nos décisions, de nos choix dans la vie et d'assumer.
Et l'autre, qui est dans mon entourage, doit m'aider, me supporter pour que j'avance dans la vie. Si moi, je peux supporter comme mon conjoint, mon fils, mon frère, les autres doivent aussi supporter les femmes dans leur entourage. C'est mutuel. Merci pour vos réponses. C'est vrai que on est tous des humains et que c'est comme ça que devraient être considérés tous, au lieu de faire des clans et tout ça. Mais c'est comme ça que la vie est. Donc, voilà. Et... Mais juste c'est la vie telle qu'on l'a conçue jusqu'à date. Voilà. Alors, je ne dis pas ça pour vous contredire, là, non, oui, je sais. mais c'est juste qu'il ne faut pas être défaitiste. Je dis souvent à mes étudiants, l'imaginaire humain est extrêmement limité. Hein? On répète, on reproduit des systèmes. Mais il va falloir à un moment donné qu'on sorte des catégories et de ces moules-là pour justement vivre mieux. Mais c'est pas la vie qui est comme ça. C'est pas la société qui est comme ça. C'est ce qu'on a fait de la société. Alors, il faut des fois croire que la vie, c'est autre chose que ce qu'on connaît. Parce que c'est autre chose que ce qu'on connaît. Le monde est vaste. Et il y a beaucoup d'êtres humains extraordinaires à rencontrer. On n'a pas de temps à perdre avec des gens qui nous blessent, avec des gens qui sont injustes, avec des situations injustes. Alors, il faut imaginer le futur d'une autre façon. Il faut le construire, puis il faut y croire. Il faut être ce qu'on voudrait que ça soit. Le plus possible, là. Bon. Oui. Vous avez raison, Madame Carré. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent atteinte à la cause, par exemple, plus dans le sens que, pas dans le sens des femmes qui pensent pas que les autres femmes devraient avoir des droits, mais plus dans le sens des femmes que des fois elles vont comme en essayant d'avancer les causes des femmes, elles vont... Un exemple que je peux donner, c'est des femmes qui vont, par exemple, qui vont dire à une autre femme qu'elle devrait arrêter d'écouter son mari, ou bien que... Mais dans le sens, arrêter de consulter son mari, ou bien arrêter de porter du rose, ou arrêter de faire des trucs considérés comme féminin dans la société aujourd'hui, et là je pars dans l'extrême là, mais que pensez-vous des femmes qui portent atteinte au mouvement féministe, genre Maïsoun, si vous... Mais ils n'ont pas le droit de dicter à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit porter. Ça, c'est le fondement, disons, de l'égalité puis du mouvement féministe. Que la femme, je suis libre et je dois vivre comme je veux sans déranger donc ou atteindre la liberté des autres, si on veut le dire. Mais j'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire quoi porter, quoi ne pas porter, ou quelle couleur, ou comment ma relation va être avec mon père. Moi, je dois faire ce que je veux, ce que j'aime à ma manière, et j'exige le respect de ça. Souvent, culturellement, dans certaines sociétés qui ont encore besoin plus de temps pour arriver à ce que les femmes ici au Québec ont atteint comme certaines libertés et responsabilités, mais ça veut dire pas qu'on doit retourner en arrière. On a gagné des choses, puis il faut continuer. Parce qu'on peut perdre tout ce qu'on a gagné. On est maintenant en train de encore parler de l'avortement, puis est-ce que la femme possède son corps ou pas, puis qui décide, etc. Ça devrait être derrière nous. Pour ça, il faut tout le temps être vigilant, et toutes les choses qu'on a gagnées, il ne faut pas les perdre. Mais quand on gagne, c'est la société qui gagne, c'est l'homme et femme. Quand on gagne, on est vers être deux personnes égales à égales, les hommes et les femmes, pour avancer dans la vie, pour le bien-être de la société et de tout le monde.
Mais dans la vie, il y a plein de gens qui, disons, mettent leur nez dans la vie des autres, mais il ne faut pas. Ça, c'est à mon avis personnel, dans le sens que moi, je ne dois pas laisser quelqu'un qui va me dire quoi porter, quoi faire, quoi dire. D'une façon tout à fait personnelle, les femmes qui sont dans des moules très conservateurs, on va dire, de la place de la femme et tout ça, pour moi, c'est un irritant majeur. Un irritant, c'est quasiment impensable que ça soit comme ça. D'ailleurs, j'ai eu nombreuses discussions avec ces femmes-là et là, il y en a qui sont tellement prises dans ce carcan qu'il faut leur dire qu'il y a d'autres choses dans la vie. Et aussi qu'un homme, que les hommes sont pas moins importants pour l'éducation des enfants. Ils sont pas moins importants dans notre vie, dans nos décisions, que la mère. Va falloir à un moment donné aussi, faut aussi que les femmes continuent en fait de faire un effort de sortir des moules. Et moi, je pense qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus aptes à éduquer des enfants, même des tout petits bébés, là, à part quand il y a l'allaitement, on s'entend que faut être réaliste, là, que des femmes. Eh bon, bien, que chacun trouve sa place, là où on est le mieux. Plus il y aura des gens qui seront à leur place, qui auront la chance de découvrir c'est quoi leur place, là, parce que c'est pas tout le monde qui a la même opportunité de découvrir ça, mais plus il y aura des gens qui se sentiront à leur place, ça fait des sociétés, ça fait des groupes, des communautés qui sont beaucoup plus joyeuses. Beaucoup plus... Et là, on peut construire des choses extraordinaires. Quand j'étais en Inde, au début de ma recherche, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des femmes, justement, qui avaient vécu de la violence domestique, qui avaient été victimes de tentatives de meurtre. Bon, en fait, des trucs assez radicaux. Oui, c'est ça. Et il faut faire confiance au fait que les êtres humains n'aiment pas souffrir. La conscience que quelque chose n'est pas dans sa dignité, peu importe comment on va le dire, dans quel mot, c'est quelque chose qui est ressenti. Il y a une intelligence humaine, à savoir qu'on ne se fait pas traiter comme ça. Et à partir du moment où j'étais beaucoup au début dans les bidonvilles, et j'ai rencontré justement des organisations pour les femmes, etc., et j'étais émerveillée de voir ces femmes qui avaient vécu tant de contraintes, de violences, dans un contexte domestique, qui commençaient à parler, commençaient à s'exprimer, et elles trouvaient toutes sortes de solutions et devenaient des agents de médiation, si on veut, dans leur propre milieu. Mais écoutez, j'ai vu des femmes se transformer complètement. Alors, il y a des choses qui sont possibles, qu'on ne croit pas possibles et qui sont possibles. Donc, tout à l'heure, vous avez dit qu'il suffit de trouver sa place. Donc, si par exemple, comme une femme peut, par exemple, paraître de l'extérieur plus traditionnelle, mais quand même avoir des idées féministes en elle, dans le sens que elle peut se dire que, bon, je vais prendre un exemple extrême, mais quelqu'un qui par exemple, une femme qui voudrait plus être femme au foyer, s'occuper de la maison et tout ça, mais elle pourrait quand même avoir, elle, des idées féministes, dire que non, par exemple, j'ai le droit à telle chose, j'ai le droit à tel droit en tant que femme, et tout ça, vous pensez que ça reste possible quand même? Mais les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur vie. Là où je veux en venir, en fait, c'est que
Le problème, c'est si cette femme qui a décidé d'élever ses enfants, de rester à la maison, etc., pense que c'était naturel qu'elle fasse ça et pense que ses filles ou ses fils doivent trouver des compagnes qui sont comme dans ce moule-là. Alors, c'est là où le problème... Pour moi, c'est là où le problème commence. Si ça devient comme une doctrine ou quand quelqu'un... C'est une évidence que ça soit comme ça. Moi, j'ai beaucoup de misère avec les évidences. D'habitude, quand une société pousse dans un comportement ou un modèle, etc., il faut questionner parce qu'il y a des jeux de pouvoir, inévitablement. Il n'y a pas de naturel, il y a des jeux de pouvoir. Merci aussi à toutes les personnes qui sont ici présentes. Merci, Maysoun et Karine, d'être venues discuter avec nous, qui sommes jeunes et tout. On a été là, nous autres aussi. Merci. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager ces petits moments avec vous. J'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment énormément, beaucoup de choses. Merci beaucoup. Avant de se dire au revoir, je voudrais savoir si vous avez un dernier mot pour la fin. Moi, j'ai 2 choses à dire pour les jeunes. Ouais. Premièrement, il ne faut jamais avoir peur, parce que la peur ne peut jamais cohabiter avec l'amour. On ne peut pas aimer quelque chose ou quelqu'un qu'on a peur de lui. Si c'est mon père, mon mari, même le Dieu, les gens qui croient, ils doivent aimer Dieu, ils doivent avoir peur de Dieu. Si on veut construire quelque chose de positif, il ne faut pas avoir peur. Deuxième chose pour les jeunes, ne jamais négocier vos passions. Suivez vos passions, vous allez réussir avec toutes les difficultés. Et je dis toujours aux femmes que ça prend d'une volonté, parce que si on veut faire quelque chose, on peut trouver 1000 raisons pour le faire. Mais si on ne veut pas, on peut trouver d'autres 1000 pour ne pas le faire. D'abord, je voulais vous remercier de l'accueil et puis de cette belle discussion. C'était vraiment gentil. C'est la première fois que je fais un podcast. Ça commence bien. S'il y en a d'autres, j'ai pris goût à ça. Merci pour votre curiosité. Et je trouve que tantôt, je disais j'avais eu des parents qui étaient très présents. Mais malgré tout, quand j'étais au secondaire, à la polyvalente, j'avais besoin de plus que mes parents comme adultes significatifs. Je pense qu'il faut, à toute étape de notre vie, aller chercher des gens qui peuvent nous tenir allumés. Il ne faut pas s'éteindre. On n'a pas à tout faire tout seul. Ça, c'est pas vrai, ça. Être autonome, c'est une chose, mais on vit en société, puis on a besoin des autres. Et parce qu'il faut partager, parce qu'il y en a qui ont des trucs, qui ont des faiblesses, etc. Mais il faut toujours continuer, même si on fait de l'anxiété, même si on a de la peur, même si on a toutes sortes, des fois, de conditions de santé qui peuvent nous faire penser que ça va toujours être comme ça. Non. Des fois, il y a des périodes de la vie plus difficiles que d'autres. Il faut toujours continuer. Toujours continuer, puis repousser les limites. Repousser ce qu'on croit être nos limites, mais aussi aller chercher les ressources. Puis des ressources, il y en a. Il n'y en a pas assez, mais il y en a quand même. Alors, encore une fois, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Bonne fête de la femme aussi, hein. Merci. On peut se le souhaiter. Oui, bonne fête de la femme. Oui. Par contre, j'ai pas compris le thème d'aujourd'hui. C'était le thème, la journée internationale du droit. Non, le thème, je sais que chaque année, il y a un thème. Ah, le thème de la journée. De la journée, ok. Je savais pas. Si. Et c'est quoi le thème? Je sais pas. Le thème cette année, en tout cas, il y a un thème de l'ONU, il y a un thème de collectif de 8 mars de Québec.
L'ONU, cette année, il parle de l'investissement économique dans des projets initiés par des femmes parce que pourrait être plus juste et égalitaire, disons. Pour Québec, le thème, c'est sa grande. On dit sa grande à l'intérieur et à l'extérieur. Sa grande parce qu'il y a beaucoup de crises. Crise de logement, crise de guerre, crise de violence, crise, l'inégalité qui est de plus en plus. Et la colère devrait comme trouver un chemin pour s'en sortir. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur MDJBC Balado sur Spotify, ainsi que Podcast MDJ sur Instagram. C'est un balado présenté par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.